Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui êtes fidèles au rendez-vous de lundi à partir de 20h30 sur votre chaîne, la télé républicaine, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission débat de la semaine une dame. Ce n'est pas quelque chose de très courant dans cette émission de recevoir les dames, mais aujourd'hui il y a une dame de taille qui vient participer à cette émission de débat. Elle s'appelle Angèle Makombo Eboum. Elle est présidente d'un parti politique qui s'appelle l'IDEC, c'est-à-dire Ligue des démocrates congolais. Et puis, Angèle Makombo a travaillé pendant 24 ans comme fonctionnaire international aux Nations Unies. C'est avec elle que nous allons débattre des sujets d'actualité. Elle est fervente défenseur des droits des femmes également. Madame, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler évidemment des femmes dans cette émission, mais d'abord l'actualité politique. Elle est dominée, l'actualité politique, toujours et encore par le transfèrement de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Vous le savez, il s'est rendu auprès des Américains, l'ambassade américaine à Kigali, et de là, il a été transféré à la CPI à La Haye. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle du transfèrement de Bosco Ntaganda? Vous avez jubilé? Vous avez dit, bon, voilà, un terroriste ou un tueur qui va en prison? Ou vous avez dit, bon, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Tout Congolais ne peut qu'accueillir de façon satisfaisante ce transfèrement. Et je voudrais juste rappeler que l'année dernière, pratiquement un an, en mars, j'ai fait une émission d'ailleurs avec votre télévision dans laquelle je disais qu'il faut absolument que le gouvernement rende Bosco Ntaganda, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui est un seigneur de guerre qui a commis beaucoup d'exactions, responsable de viols massifs contre les femmes congolaises et les fillettes congolaises. Je ne peux que me réjouir. Et maintenant, ce transfèrement nous pousse à nous poser des questions. Évidemment. Parce qu'on nous a présenté Bosco Ntaganda à un moment donné comme congolais. Il a occupé de hautes fonctions dans la hiérarchie de notre armée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons? Les autorités de la CPI nous le présentent comme rwandais. Ça me laisse perplexe, c'est troublant. Donc je pense que nos autorités ont quand même à nous donner des explications et, sur la suite des événements. Et nous disons que ce transfèrement doit être suivi par d'autres actions. Parce que c'est bien d'avoir arrêté un individu, mais Bosco Ntaganda, je pense qu'il y en a d'autres Bosco Ntaganda dans la région, à l'est du pays. Et il est temps vraiment de prendre ce problème à bras le corps de guerre à l'est, de ces guerres en fait à répétition, ces crises à répétition à l'est. Il faut vraiment s'en occuper et mettre fin à cela. Il y a longtemps qu'un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda courait déjà, oui, lancé par la Cour pénale internationale. Et Kinshasa avait répondu en disant que, bon, nous ne voulons pas livrer Bosco Ntaganda pour privilégier la paix. Exactement, parce que favoriser la paix dans cette partie du pays, parce que Bosco Ntaganda avait lâché Laurent Nkunda. Et bon, il s'était rallié à Kinshasa et Kinshasa voulait protéger Bosco Ntaganda. Alors, selon vous, c'était une erreur de raisonner de cette manière, de protéger Bosco Ntaganda? C'était une erreur. C'était une erreur, et puis je pense que autant nous sommes satisfaits par ce transfèrement de Bosco Ntaganda, autant aussi c'est encore un événement de plus qui couvre notre pays, qui couvre notre gouvernement d'un peu de ridicule, et même qui lui fait perdre un peu sa crédibilité. Alors je pense qu'il devrait plutôt anticiper les événements, penser toujours avoir en tête l'intérêt des populations, et s'il y a d'autres Bosco Ntaganda, il faut prendre les devants et prendre les mesures pour les arrêter. Mais c'était difficile à l'époque parce que Bosco Ntaganda s'était rallié à Kinshasa. C'est lui qui avait permis, qui avait facilité, si vous voulez, le travail des forces armées de la République démocratique du Congo contre Laurent Nkunda, et ce qui a même fait en sorte que Laurent Nkunda puisse fuir le territoire congolais. Alors quelqu'un comme ça qui aide les forces armées, le livrer, ça allait être injuste également à cette époque. Vous dites il a aidé, mais vous avez vu ce qu'il a fait après. Après, depuis novembre, et même avant, ça a commencé avril de l'année dernière, c'est un nouveau un mouvement de rébellion. Et s'il n'y avait pas eu des scissions, s'il n'avait pas été fragilisé, il serait là encore en train d'opérer
de commettre des crimes dans la région. Donc je pense qu'on peut se dire, oui, qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt de la paix, mais je pense qu'il faut absolument garder à l'esprit d'abord l'intérêt des populations. Or, il a continué à sévir. Il a continué à sévir et chaque mois, nous avons des rapports des internationaux qui nous disent que les viols massifs contre les femmes congolaises continuent. Et ce sont des individus de ce genre qui contribuent à ce genre d'exactions. Alors, vous êtes présidente d'un parti politique de l'opposition, il faut bien le signaler et le signifier. Mais est-ce que dans le cadre de votre parti, vous faites des déclarations contre ce qui se passe dans l'Est? Parce qu'on remarque que les partis politiques de l'opposition ont le regard que rivé sur le pouvoir. Ce qui se passe dans l'Est, les menaces de balkanisation, ce n'est pas leur problème. Comme votre parti, on n'a jamais entendu votre parti, je par pense exemple, que M. Adam, faire des déclarations Adam, dénoncer. Vous ne suivez pas très bien l'actualité, hein? Ou bien vous avez un regard que dans un certain sens. Quand Goma est tombé le 20 novembre, quelques jours après, je crois que c'était le 24 ou le 23 novembre, la LIDEC a fait une déclaration. Déclaration d'ailleurs reprise par un journal de la place, La Prospérité. Et nous sommes aussi très actifs sur le net, parce que autant les Congolais de l'intérieur doivent être informés et sont informés par justement nos médias à l'intérieur, autant il faut se donner cette peine-là en tant que parti politique de tenir la diaspora congolaise informée. Et il n'y a pas mieux que l'Internet. Et nous sommes très actifs. Si vous voulez, à la fin de l'émission, je vous donnerai l'adresse de notre site et vous verrez que non, la LIDEC a bien publié un communiqué à ce sujet-là. Pourtant, l'opposition congolaise, dans cette lutte contre les exactions commises dans l'Est du pays, ne se fait pas vraiment entendre dans le pays. Je ne suis pas... L'opposition pense plutôt à autre chose. On ne sent pas des marches de protestation comme ce qui se passe dans l'Est. Nous devons parler pas contre le pouvoir toujours. Si nous devons parler de l'opposition congolaise, d'accord, moi-même j'ai des griefs contre nous en tant qu'opposition. Je pense que nous n'avons pas toujours des points de vue cohérents, nous ne sommes pas souvent unis. Je ne veux pas remonter à Mathusalem, mais je citerai par exemple déjà les élections, comment nous sommes partis en ordre dispersé sur les grandes questions. On est toujours divisés. Il y a eu la francophonie, division encore, et maintenant le dialogue national, division encore. Mais cette question de la balkanisation, il y a des leaders politiques de l'opposition qui en parlent. Moi-même, d'ailleurs, sur votre plateau, une de vos émissions, j'ai eu à en débattre. Vous l'aviez dit, vous avez parlé des élections tout à l'heure, c'est vrai. J'en profite pour vous poser cette question. Vous étiez candidate à l'élection présidentielle et vous avez même cédé votre candidature à la faveur d'un consensus autour d'un candidat unique. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que j'ai l'impression comme si vous ne connaissiez pas l'opposition dans laquelle vous êtes? Pas du tout. Vous pensiez que l'opposition allait trouver un candidat? Écoutez, il faut votre bonne foi il faut savoir pourquoi on se bat. Quel est le combat qu'on mène? Vous savez, j'ai passé 24 ans aux Nations Unies comme haut fonctionnaire. J'ai occupé notamment les fonctions de conseillère principale dans le cabinet de Kofi Annan. J'ai quitté mes fonctions, j'ai démissionné. Et je ne pense pas que j'aurais démissionné pour juste venir faire une partie de promenade ici au Congo. J'ai vraiment démissionné parce que je croyais en cette cause, j'étais candidate, mais je gardais à l'esprit le but que nous poursuivions. Nous voulions gagner. Or, avec une élection présidentielle à un tour, si l'opposition allait en ordre dispersé, on allait perdre. Donc on s'est, quand je dis on, la LIDEC, mon parti, on s'est engagé vraiment de bonne foi dans les pourparlers qu'il y a eu à l'époque. Il y a eu d'abord Fatima, après Sultani, et pour justement essayer de dégager un candidat commun. Et les pourparlers piétinés, comme souvent les consultations chez nous se déroulent. Nous étions en plein dans l'action, mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Aller à 10, on allait perdre. Et moi, j'ai pris la décision difficile à prendre parce que ma base politique ne l'a pas acceptée, mes supporters ne l'ont pas accepté,
La diaspora congolaise, une partie qui me soutenait, qui soutenait ma candidature, ne l'a pas accepté, mais je l'ai fait en me disant ça va aider à justement faciliter l'émergence d'un candidat commun. Alors vous dites que... Ça ne s'est pas produit malheureusement. Okay. Ouais. Alors vous dites si bien que vous saviez que si vous alliez en ordre dispersé, vous alliez perdre. Mais aujourd'hui, dans l'opposition dans laquelle vous êtes, beaucoup n'acceptent pas que les élections étaient perdues pour cette opposition-là. Une certaine opposition dit que les élections ne sont pas perdues. Il faut se rendre à l'évidence. On a proclamé officiellement un vainqueur et il faut l'accepter, surtout que les institutions internationales l'acceptent, le reconnaissent en tant que tel. Je pense que ressasser continuellement le passé, se plaindre de la manière dont les élections se sont passées, ne nous conduiront à rien. Nous savons effectivement qu'elles ont été frauduleuses, calamiteuses. Le président Kabila a eu même à le reconnaître qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Nous disons à la LIDEC, non, fort de ce constat, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Il faut penser aller de l'avant. Aller de l'avant, suite à cette crise de légitimité dans laquelle nous sommes en plein, bien que certains ne sont pas d'accord, moi je dis que nous sommes dans une crise de légitimité suite à ces élections frauduleuses. Regardez le Parlement, l'Assemblée nationale, je ne pense pas que beaucoup de Congolais s'y reconnaissent. Il y a eu beaucoup de députés ont été nommés et non élus. Donc nous disons, bon, nous reconnaissons cela. Une élection, ce n'est pas une fin en soi. Une élection, c'est une étape dans un processus qui va nous mener à la démocratie, à la démocratisation de ce pays. Donc, voyons ce que nous pouvons faire pour sortir de cette impasse qui est politique, mais qui est aussi socio-économique et qui est militaire avec les crises que nous avons à l'est du pays. Et puis, récemment, nous avons vu qu'au Katanga, les choses aussi ne se passent pas très bien. Donc, il faut aller de l'avant et aller de l'avant. Une des solutions que nous proposons, ce n'est pas la panacée, mais c'est un moyen. Quand, dans une famille, on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? On se met autour de la table, on parle pour mettre à plat les problèmes et trouver les solutions. Et c'est ce que nous prenons, un dialogue national. Alors, dans le cadre de votre parti politique, avez-vous été engagé dans les élections législatives? Vous aviez été dans la bataille? Nous avions été dans la bataille. Nous avions présenté 98 candidats. Et nous avons d'ailleurs des preuves comment nos voix ont été volées. Dans certaines circonscriptions, tout le monde sait que nous avions gagné. À Dibelenge, dans le Kasaï occidental, nous avions gagné. Au Moamba, ici, nous avions un siège. Donc, les gens le savent, ceux qui ont suivi de près. Mais nous disons, à quoi bon ressasser ce passé-là? Nous avons été floués, mais ce n'est pas pour ça que nous abandonnons le combat, nous continuons. Et il faut absolument, dans ce combat, penser avant tout au peuple congolais, à nos populations qui souffrent énormément. Alors, on va, si vous le voulez bien, revenir un tout petit peu à la question de la sécurité nationale. On a évoqué tout à l'heure la situation de Bosco Ntaganda, qui se trouve présentement à la Cour pénale internationale. Oui. Mais est-ce que c'est cette arrestation-là ou cette, si vous voulez, la mise à l'écart de Bosco Ntaganda qui va mettre fin à tout ce que nous connaissons dans l'Est du pays? Absolument pas, c'est évident, ça ne va pas mettre fin. Moi, je vois le transfèrement de Bosco Ntaganda à la CPI comme un pas, un grand pas dans le sens de la justice, dans le sens de penser aux victimes, dans le sens d'un pas pour mettre fin à l'impunité. Je ne dis pas l'impunité va terminer, mais nous avançons dans ce sens-là. Mais des Bosco Ntaganda, je pense qu'il y en a d'autres dans la région. Et je pense qu'il faut absolument mettre fin, comme je disais tout à l'heure, à ces crises à répétition. Et je pense que même s'il n'est pas parfait, l'accord cadre d'Addis Abeba nous offre une opportunité de justement pouvoir sortir de ces crises à répétition dans notre pays. Pourtant, beaucoup ne reconnaissent pas cet accord, beaucoup sont contre cet accord, disant que bon, c'est céder la souveraineté nationale à l'ONU, à l'organisation internationale que l'ONU. Moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Ouais. Je pense que nous avons... C'est avaliser la balkanisation, l'accepter. Moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Nous avons connu des crises à répétition. Nous-mêmes, nous sommes empêtrés là-dedans. Nous avons voulu... essayer de régler le problème au niveau sous-régional
avec les discussions de Kampala, qui ont, il faut bien le dire, accouché d'une souris. Et maintenant, l'ONU vient à la rescousse, offre cet accord cadre-là. C'est vrai qu'on peut se dire, chat échaudé craint l'eau froide. Il y a eu d'autres accords qui nous ont menés nulle part. Mais nous ne pouvons pas refuser cet accord, saisir l'opportunité qui nous est offerte et voir, c'est à nous Congolais qui ferons de cet accord une possibilité de sortir des crises à répétition que nous vivons. Et moi, en tant que leader de l'opposition, je vois dans cet accord, mais alors un réquisitoire vraiment fulgurant contre notre gouvernement. Parce que quand l'accord parle de la nécessité pour le gouvernement de la démocratie. Voilà, par exemple, de consolider l'autorité de l'État, de faire d'avancer la réforme du secteur de la sécurité, de mettre à jour la décentralisation et les questions de gouvernance. C'est bien de ça dont nous, dans l'opposition, nous parlons tous les jours. Donc je pense qu'au contraire, les Congolais devraient se dire, voilà un accord qui en plus a été signé par 11 chefs d'État, dont notre chef d'État, le président Kabila. Nous allons les prendre au mot, nous allons être vigilants, nous allons voir si les mesures d'application sont prises. Et il ne suffit pas. Nous avons trop tendance, à cause des problèmes dans lesquels quotidiens nous sommes confrontés, à laisser faire, à laisser venir. Non, en tant que citoyens, suivons de très près les mesures d'application qui vont être prises et chaque fois, rappelons à l'ordre quand il faut rappeler à l'ordre. Je vous trouve un peu tendre envers le gouvernement, votre adversaire. Vous faites de l'opposition radicale. Je parle de réquisitoire. D'accord. Réquisitoire, vous me trouvez tendre? Réquisitoire. Vous faites de l'opposition radicale ou vous faites de l'opposition modérée? Radicale, non. Parce que dans notre pays, l'expression opposition radicale, comme vous le savez, se rattache à une partie de l'opposition, dans laquelle je ne me reconnais pas. Voilà. Bon, donc je ne dirais pas que je suis dans le camp de cette opposition-là. Moi, quand le gouvernement fait quelque chose ou participe à une action ou à un forum dans lequel je me reconnais ou dans lequel je pense que le peuple congolais s'en sortira, je dis oui. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je le dénonce. Ah d'accord, donc vous êtes voilà. prête, Par exemple, à féliciter ou à sanctionner le gouvernement? Voilà, souvenez-vous, la francophonie. D'accord. Combien de leaders de l'opposition ne sont pas opposés, ont protesté, ont plaidé pour qu'on le déplace, on le fasse ailleurs. Nous avons été parmi les rares dans l'opposition qui ont dit non, la francophonie, oui, elle doit se tenir ici en RDC. C'est une opportunité pour notre pays qu'il faut saisir. Oui, mais pourtant le président français a même hésité à venir au Congo. Il y a eu des moments d'hésitation. Bien sûr, les hésitations. François Hollande a pris beaucoup de temps pour se prononcer. Mais vous avez dit oui, vous êtes de l'opposition. Nous, tout en disant oui, la francophonie doit se tenir en RDC, ça ne nous empêchait pas de continuer à dénoncer les manquements à la gouvernance, aux droits de l'homme, les faits de corruption, etc. Nous avons continué. Mais je pense que la francophonie, c'était une opportunité. Et c'est toujours une opportunité à saisir, puisque nous y sommes, nous avons la présidence, et voir comment nous pouvons justement en profiter. À chaque événement, il faut penser comme ça. Et non parce que c'est un événement qui sera sous les auspices ou présidé par le gouvernement, rejeté. Vous avez soulevé, par exemple, la question même récemment pour le 8 mars, quand on a supprimé défilé et pagne. Nous avons été parmi ceux, dès l'année dernière, qui disaient le 8 mars n'est pas fait. On va revenir sur la situation de la femme. C'est une dérive en fait, Exactement. Le 8 mars, la manière dont ça se passait. On va revenir sur la situation de la femme parce que vous êtes une femme et nous sommes au mois de mars, on va en parler dans cette émission. Mais cette autre question d'actualité, c'est le cadre des concertations. Le président de la République a lancé une idée, il y en a qui ont appelé ça débat, il y en a qui ont appelé ça dialogue, mais bon, le ministre des Médias, qui se trouve être le porte-parole du gouvernement, essaie de recadrer les choses, de recentrer les choses, que ça s'appelle cadre de concertation. Et vous, vous soutenez l'idée, vous êtes contre l'idée d'un dialogue, de se mettre autour d'une table pour parler de choses qui touchent la nation. Et pourquoi se mettre autour d'une table avec la majorité qui dirige? Vous êtes de l'opposition. Comment voyez-vous tout ça? Comment vous pouvez répondre à cette idée sur le dialogue? Cette idée,
Je suis partisane du dialogue. Tant qu'on se parle, il y a de l'espoir. Quand on ne se parle pas, qu'il y a frustration, il y a tension, il y a qui conduit d'ailleurs à des rébellions, ça ne fait pas avancer le pays. Et dès le lendemain des élections calamiteuses de 2011, nous à la LIDEC, nous avons prôné un dialogue. Il y a des écrits là-dessus. Et à l'époque, vous vous souviendrez, en 2011, début de 2012, beaucoup dans la majorité étaient contre. Non, on ne veut pas de dialogue, on ne veut pas, etc. Nous, on disait, il faut bien se parler pour sortir de cette crise. Et il disait d'ailleurs, il n'y a pas crise. Mais visiblement, il y a crise, visiblement, il y a malaise dans ce pays. Cette idée, oui, nous la soutenons. Et maintenant, les modalités de convocation de ce dialogue ou de cette concertation, comme on voudra bien l'appeler, fait aussi problème. Certains disent non, il n'appartient pas au chef de l'État de convoquer parce qu'il ne peut pas être juge et parti, etc. Nous disons pourquoi pas. Et justement, laisser invoquer l'article 69 de la Constitution qui autorise le chef de l'État justement à jouer ce rôle d'arbitrage. Mais nous pensons que pour la gestion de ce dialogue, gestion quotidienne, la coordination et les conclusions qu'il y aura à définir et à compiler, il faut un facilitateur. Il faut une personnalité forte, indépendante, non partisane, dont la réputation est connue, pour mener ce dialogue. Un Congolais ou un étranger? Parce que là, on rentre dans l'idée de dialogue de Sun City et tout ça, on cherche des facilitateurs à gauche et à droite. Est-ce que ce pays a besoin de ça, tout le temps, chercher des gens pour venir nous aider à régler nos propres problèmes? Nous disons que le critère ne doit pas être, oui, il faut absolument un étranger. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que choisir un Congolais peut prêter justement à des dissensions. Parce que les uns diront il appartient à tel camp, il est sensible à tel autre. Donc peut-être qu'il faudrait justement chercher une personnalité, comme je disais, qui est impartiale et dont la réputation est affirmée et reconnue. Et peut-être cette personne, il faudrait faire recours à une personne étrangère. Alors, mais nous disons, il faut un facilitateur. Voilà, il y a cette observation quand même. Et je vois beaucoup de gens, même dans la cité, se poser la même question, réfléchir dans le sens suivant. Lorsque la majorité appelle à un dialogue, parce que c'est la majorité qui est au pouvoir, c'est la majorité qui gouverne, les institutions sont au maître de la majorité, et lorsque la majorité appelle à un dialogue, à une concertation ou à des concertations, est-ce que ce n'est pas un piège qu'on tend à l'opposition? Parce que dès que vous allez participer à ces concertations, demain, lorsqu'il faudra faire un bilan, la même majorité risque de vous dire, eh bien, quand on avait des problèmes, on vous a appelé, vous nous avez donné des idées, on a travaillé ensemble, donc quelque part, vous serez aussi responsable de ce qui va arriver demain. Moi, je pense d'abord... Pourquoi ne pas laisser la majorité je pense d'abord continuer à travailler, refuser le dialogue? À l'intérêt du peuple congolais. Je pense d'abord à nos populations qui souffrent. Regardez dans nos quartiers comment la pauvreté, l'extrême pauvreté, elle se répand partout. Moi, c'est ça, à ça que je pense. Et il ne faut pas juste s'enfermer dans sa petite chapelle en disant non, on va penser. Si, se mettre ensemble et se mettre d'accord sur des mesures que nous pouvons appliquer pour justement faire avancer la situation au Congo, pour réduire cette pauvreté, cette corruption, ces violences sexuelles. Oui, je dis qu'il faut que nous nous mettons sur la table. Et je ne vois pas ça en termes de piège parce que nous serons d'une extrême vigilance. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de la situation sociale des Congolais. La situation sociale, ça reste, on le sait, on le dit tous les jours, une grosse épine dans le pied du gouvernement parce que les chiffres en matière économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, les chiffres qui sont présentés, du moins au public, à la population, les chiffres sont réduisants, sont bons. Certains chiffres. La croissance économique. Certains chiffres. Vous avez des chiffres différents? Oh, écoutez,
les derniers chiffres de l'index du développement humain, du PNUD, classe la RDC, nous sommes les derniers de la classe. 186 sur 186. Sur le plan social, ça c'est sur le plan social. Mais le développement humain mesure quoi? Mesure la santé, l'éducation, le niveau de pauvreté, oui, ça, les infrastructures. Sur le plan social. Sur le plan économique, on dit que la croissance a atteint la barre de 7,2% en 2012 et qu'au courant de cette année, le gouvernement Matata veut ramener la barre à 8,2%. Les chiffres sont éloquents. Croissance, oui, mais si ça ne profite pas à la population, si la population n'a pas de quoi manger, si la population n'a pas les moyens. Vous savez que l'UNICEF a publié des chiffres. 70% de nos jeunes de moins de 15 ans ne sont pas allés à l'école l'année dernière. Mais c'est hypothéquer l'avenir de ce pays. Alors, comme on parle de croissance à 7 ou à 8%, je dis, mais si cette croissance ne se traduit pas justement dans un allègement des souffrances des populations, je dis, il y a problème. J'étais à New York au moment où le Premier ministre Matata Ponyo était justement allé à New York et à Washington. Et dans une interview, il semblait justement totalement satisfait. Bon, c'est vrai qu'il y a ces progrès-là. Il a parlé de la croissance, il a parlé des mesures comme la bancarisation des salaires, etc. etc. Mais à aucun moment, il a cité le social. Et je me suis dit, mais le chef d'un gouvernement, sa priorité des priorités doit être la population. Alors chaque fois, on nous dit, oui, cette année, le social sera la priorité. Mais nous attendons toujours. Nous attendons. Et quand vous regardez les pays voisins, eux, leurs enfants vont à l'école. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Mais un retard énorme. Retard énorme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer au niveau de votre parti politique en ce qui concerne, si vous voulez, des solutions pour sortir de ce gouffre? Parce qu'on a du mal à évoluer, à avancer. Il y a le chômage, il y a le problème d'électricité, il y a le problème du courant, les gens ont du mal à prendre les transports, il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui manquent même 500 francs. La moitié de la population congolaise n'a pas accès à l'eau potable. Plus de la moitié. Oui. 34 millions d'après l'UNICEF. Bon, plus, il y a plus de 70% n'ont pas droit à accès à l'électricité. Et ça, on nous a parlé des 5 chantiers, mais on attend toujours de voir. Bon, on nous parle des routes qu'on a réparées, construites. Mais allez dans nos quartiers. Comment les routes sont délabrées, sont complètement cassées. Alors on se dit, mais on a fait les belles avenues pour de belles vitrines, mais dans les quartiers, les choses traînent. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une mauvaise gestion des finances publiques. Il y a une corruption endémique. On dit que parce que chez nous, dans notre pays, tout est priorité. Donc, tout est priorité. On ne sait pas par où commencer. Et que le pays revient de très loin. Mobutu a foutu le pays par terre. Alors il faut le remonter. C'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. C'est pas une bonne excuse quand on regarde dans d'autres pays qui sont post-conflit les progrès qu'ils font. Vous me direz, ces pays sont peut-être plus petits que nous, mais ils font quand même des progrès. Je pense qu'on n'est pas encore sérieux sur cette question de corruption. Quand vous examinez combien, par exemple, la seule ville, province de Kinshasa, rapporte en recettes, en taxes fiscales, mais où va l'argent? Et ça, moi je dis qu'en tant que citoyen, nous devrions avoir droit justement à ces comptes-là, savoir comment l'argent est dépensé. Parce que les recettes dans la ville, province de Kinshasa, mais Kinshasa a beaucoup de problèmes. Kinshasa ça a la dimension même de certains pays africains. Bien sûr que Kinshasa a beaucoup de problèmes. Kinshasa a beaucoup de problèmes, mais nous avons fait une petite enquête à notre niveau auprès de certains bourgmestres de la ville. Laissez-moi vous dire que les choses se passent vraiment en toute opacité, hein. Parce que ces bourgmestres doivent rétrocéder les recettes. Exactement, oui. Et bon, alors ils n'ont pas plus grand-chose pour justement faire fonctionner leur commune. Donc il n'y a pas du tout de transparence. On nous demande aujourd'hui, payez vos impôts. Nous voulons bien les payer, mais nous voulons savoir où va notre argent. C'est la question. Un mot quand même sur votre parti politique. On dit que les femmes ne font pas souvent long feu en politique et que la femme en politique commence un combat et puis après ça s'arrête, elle disparaît.
Très souvent. Parce que les hommes font long feu. Ah oui, très souvent. À votre avis. Oui. Est-ce que vous allez persévérer dans ce chemin? Est-ce que 5 ans après, je crois, dans 3 ans, vous allez postuler encore comme candidate à la présidence de la République? Le plus important, c'est pas si je vais postuler ou pas. Le plus important, c'est si je vais continuer à poursuivre mon idéal. Mon idéal qui est vraiment de voir ce Congo prospère, ce Congo où il y aurait moins de pauvreté. Parce qu'il n'y a vraiment pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ce pays, avec les richesses que nous avons, que nous soyons aussi pauvres. Il n'y a pas de raison que nos enfants n'aillent pas à l'école. Il n'y a pas de raison. J'écoutais Radio Okapi en venant. Le nombre, seulement en 2 semaines, le nombre d'enfants qui sont morts de malaria au Kasaï oriental. C'est pas normal tout ça. Nous devons nous indigner, nous devons nous révolter. Donc, je suis une femme de conviction. Dans 5 ans, 10 ans, vous me verrez toujours en train de me battre pour le meilleur devenir de ce pays. Oui, vous avez posé votre candidature, mais vous étiez méconnu à cette époque-là. Aujourd'hui, au moins, après plusieurs passages dans les écrans de télévision, le public commence un peu à vous découvrir. Mais vous avez posé votre candidature au moment où même moi, je ne vous connaissais pas. Donc les gens ne vous connaissaient pas. Vous étiez peut-être l'exception, M. Adam. Ah non, non, beaucoup ne vous connaissaient pas. Ceux qui votent, c'est le petit peuple là qui ne lit pas, qui n'a pas accès à l'Internet, voilà, des gens qui n'ont pas le courant. J'étais peut-être pas connue. Est-ce que vous pensez qu'on allait vous élire président de la République dans ce pays? Oui, face à Kabila, candidat de taille, face à Etienne Tshisekedi qui draine des foules et des foules. Oh oui, vous savez que... vous n'avez pas trop rêvé, vous n'avez pas fixé la barre très haut là? Kinshasa n'est pas le Congo. Et les quelques déplacements que j'avais pu faire à l'intérieur, pourquoi d'ailleurs je m'étais présentée? Parce que mon combat avait commencé depuis 2008, même un peu avant, parce que je soutenais certains camarades qui étaient dans d'autres partis ici. Et quand je suis venue ici en 2010, que j'ai fait un déplacement dans le Bandundu, que j'ai été dans le Dekivu, j'étais pas candidate à l'époque. Je voulais aller à la rencontre des Congolais. Parler, discuter, saisir du doigt leurs problèmes, leurs réalités. Et ça sortait des meetings. La première fois que ça s'est arrivé, c'était une maman qui devait peut-être approcher les 70 ans, qui s'est levée dans un meeting, qui a dit Tolembi, depuis 50 ans, Tozu Lipanda, qui nous dirige? Bamibali, Tosuki Wat. Il faut Maman Azouambaloy. Mais une maman, j'ai dit, tiens, oui, maman une maman qui n'a pas d'assise nationale, politique nationale, c'est ça aussi. Quand j'ai bougé, c'est là où je me suis rendu compte que justement ma candidature commençait à soulever un engouement. Et j'aurais continué, je pense que oui, j'avais des chances, C'est vrai que vous aviez des chances, ça c'est vrai. On n'est jamais sûr, on n'est jamais sûr de dire 100% je vais gagner, mais mes chances n'étaient pas négligeables. Oui, il y a peut-être cette envie de changement, un nouveau vent qui peut souffler. Et un grand envie de changement. Ce souhait de la population de voir peut-être une femme présidente de la République. Mais au fond, dans le fond, il y a d'abord un travail de sensibilisation à faire. Avoir une assise nationale, vous ne pensez pas? Nous y travaillons. Voilà. Nous y travaillons. Quand vous tombez comme un cheveu dans la soupe, c'est compliqué. Nous y travaillons et certains de vos confrères me connaissaient, vous, malheureusement, non. Il n'est jamais trop tard. Mais bon, nous continuons notre combat. Nous continuons notre combat vraiment de mobilisation, de consolidation du parti. Le pays est grand. Nous sommes maintenant présents dans 8 provinces sur 11. Mais ce n'est pas suffisant parce que être présent dans les capitales provinciales, ça ne suffit pas. Il faut aller dans les coins et recoins des provinces. Donc nous continuons. Notre combat, c'est vraiment de mobiliser le maximum et puis forger l'adhésion des populations. Les confrères vous connaissent, moi pas. Vous avez, bravo, vous avez marqué un point là. On va maintenant parler, pour terminer, de la situation de la femme. Vous êtes une femme intellectuelle et vous avez fait honneur, il faut le dire quand même, à la femme congolaise, puisque vous avez représenté la femme congolaise à un niveau très très élevé. Je l'ai dit, pendant 24 ans, fonctionnaire international à l'ONU. En tout cas, c'est pas peu de choses, hein.
on ne ramasse pas quelqu'un dans la rue pour devenir fonctionnaire international. Une femme de surcroît, alors vraiment c'est à féliciter. Et en tant que femme, c'est le mois de la femme, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la façon dont on a célébré le 8 mars ici? Vous aviez fait allusion à ça tantôt. Oui. Pas de pagne. Pas de pagne, pas de défilé. Des journées de réflexion, pas de défilé. Nous l'avions dit bien avant que ça se fasse. Nous l'avions dit, d'ailleurs, lors d'une de vos émissions, l'année dernière, qu'il y avait une dérive du 8 mars. Au lieu de penser à ce que le 8 mars représentait, on pensait d'abord pagne. Et nous qui avons beaucoup d'amis à la base, on a vu même qu'il y avait des scènes de ménage le 8 mars parce que des mamans exigeaient de leur mari voilà. C'était ça, le pan. Et puis, c'était après le défilé, c'était bon, on va faire la fête. Et puis, il y avait même beaucoup de libertinage, selon certains. On disait, il y a dérive. Il faut que le 8 mars soit une journée de célébration, oui. Il faut célébrer la femme, célébrer son combat, sa lutte. Il faut expliquer aussi l'origine de ce 8 mars. Mais c'est aussi une journée de réflexion. Nous l'avions dit depuis l'année dernière. Donc, c'est une bonne décision qui a été prise. Mais je pense que quand on est une autorité, quand on est au gouvernement, on doit aussi penser à l'impact d'une décision. Et c'est là où je dis que cette décision, on aurait dû la diffuser, la vulgariser bien avant. Les gens ont été au courant vraiment presque un mois avant, d'autres mois. Nous, on nous a appelés de nos provinces en disant non, où sont nos t-shirts? Est-ce que vous allez nous envoyer le pan et le t-shirt cette année? On avait, et puis comme je dis, Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a d'autres, il y a les provinces. Est-ce qu'il y a eu cet effort-là de vulgarisation? Parce que je disais, il y a eu beaucoup de gens affectés par cette mesure. Les opérateurs économiques, les mamans commerçantes qui avaient déjà fait les commandes, etc., les couturiers. Mais tout ça, ce sont des agents économiques qui ont un manque à gagner. Il y en a qui le savaient avant quand même, il y en a qui savaient avant mais qui n'y ont pas cru. Ils ne savaient pas que l'autorité allait tenir jusqu'à la fin pour dire, bon, les gens ne portent pas les pagnes. C'était pas bien, largement diffusé. Cette question et ça m'a fait penser en fait à la mesure, vous vous souviendrez, de quand on a commencé à supprimer les terrasses. Les terrasses, la même chose. Combien de familles n'ont pas été vraiment affectées, cassées économiquement parce qu'on a dit du jour au lendemain, plus de terrasses parce qu'il y a la francophonie. On n'a pas pensé que les gens ouvrent des terrasses parce qu'il n'y a pas d'emploi. 90% de chômeurs dans ce pays. Alors les gens essaient de se débrouiller, alors du jour au lendemain. Et avec quelle violence d'ailleurs les policiers ont cassé ces terrasses. En tout cas, je vous dis merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle quand même que vous êtes membre fondateur et leader du parti de l'opposition dénommé l'IDEC. L'IDEC, c'est la Ligue des démocrates congolais. Voilà, un parti d'opposition très actif en République démocratique du Congo qui s'étend à travers le pays, qui a des assises dans la province, au niveau de la province. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Adam. Merci et à la prochaine. Et j'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent. À la prochaine fois. Aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir deux invités, mais ce n'est qu'une partie remise. Je pense que la semaine prochaine, nous allons pourquoi pas trouver un co-débatteur à Madame Angèle. Voilà, au revoir et à la prochaine. Merci.